Le téléphone a sonné à 9h12. Je me souviens de l'heure exacte, parce qu'à ce moment-là, le café venait tout juste de passer, et le sapin clignotait encore dans le coin du salon ridicule, avec ses guirlandes dorées et ses boules rouges, pour une seule spectatrice. J'ai décroché d'un geste lent. Sur l'écran, le nom de Marc, mon fils. Mais ce n'était pas lui. Pas vraiment. C'était un message vocal. Sa voix, un peu précipitée, presque gênée, et ces mots. « Salut maman. Écoute, je t'appelle vite avant qu'on parte. On a décidé, à la dernière minute, de passer Noël à la montagne avec les enfants. Claire avait trouvé un chalet libre, tu comprends. On se rattrapera après, d'accord? Joyeux Noël quand même, bisous. » Et puis le bip. Le silence. Le genre de silence qui ne suit pas un mot, mais un effondrement. Je suis restée debout, le combiné dans la main, figé, un souffle court, la gorge nouée. Je l'ai réécouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque fois, la même brûlure. Cette voix que j'avais portée, nourrie, protégée, me disait qu'il partait ailleurs, à la dernière minute, sans moi. Ce désolé maman sonnait comme un verdict. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai seulement ressenti cette honte étrange, celle d'avoir encore espéré. J'avais préparé la table la veille. Une nappe blanche, les verres en cristal de mon mariage, une bougie à la cannelle. J'avais cuisiné un gratin de cardon, parce que c'était notre plat du 25. Et j'avais acheté une bûche pralinée pour les petits. Elle était encore au frigo, intacte. Sur la table, il y avait 3 assiettes. Une pour Marc, une pour Claire, une pour moi. Je n'avais même pas osé mettre de couvert d'enfant, par peur de me donner de faux espoirs. Mais au fond de moi, je croyais qu'il viendrait. Je croyais à cette phrase de Marc la semaine dernière. « Oui, oui, on sera là, t'inquiète pas. » 3 mots qui ne voulaient rien dire, mais auxquels j'avais voulu croire on sera là. Dehors, le jour de Noël s'étirait, gris et froid. Les cloches de la messe tintaient au loin. Je suis restée debout devant la fenêtre, à regarder la neige tomber sur le jardin. Tout semblait à sa place. Les branches nues, le vieux banc, la buée sur les vitres. Tout, sauf moi. C'est fou comme l'absence d'une seule voix peut changer le poids du monde. Je ne pensais pas qu'un simple message pouvait avoir la violence d'un couperet. Mais il avait suffi. 3 phrases, un ton d'excuse, et me voilà effacée du tableau. Je me suis assise sur la chaise la plus proche. Le café avait refroidi, amer. Je l'ai bu quand même, à petites gorgées, comme on avale un remords. Et j'ai laissé ma main glisser sur la nappe blanche. Elle était encore tiède de mon fer à repasser de la veille. J'avais repassé la nappe pour rien comme tant de choses dans ma vie. J'ai voulu me raisonner. Ce n'est pas grave. Ils sont jeunes. Ils ont envie de changer d'air, de faire plaisir aux enfants. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas une question de vacances. C'était une question de place. Ma place. Celle qu'on retire doucement, avec des phrases polies, des excuses temporaires. Une année, trop de travail. Une autre, les enfants malades. Et cette fois, la montagne. À la dernière minute. Leur absence n'avait rien d'imprévu. Elle était organisée, anticipée, déjà prévue sans moi. Et le pire, ce n'était pas la solitude. C'était cette impression d'être devenu un poids qu'on déplace avec précaution, un objet fragile qu'on évite de briser. J'étais la mère qu'on n'oublie pas, mais qu'on range à distance pour ne pas déranger le décor. Vers midi, j'ai allumé la télévision. Des chants de Noël, des publicités pour des jouets, des familles parfaites autour de tables lumineuses. J'ai éteint aussitôt. Le silence, au moins, ne mentait pas. J'ai ouvert le tiroir du buffet et j'ai sorti le vieux carnet vert, celui où j'écrivais depuis la mort de Paul. Je l'ai posé sur la table, entre les assiettes vides, et j'ai noté la date. 25 décembre. Puis, sans réfléchir, j'ai écrit. Il m'a laissé pour la montagne. Pas par méchanceté, mais par facilité. C'est ainsi qu'on disparaît. Non pas dans le drame, mais dans les détails. J'ai refermé le carnet. Je n'avais pas de colère, juste une sorte de lucidité glacée. Le genre de lucidité qu'on paie cher, mais qui éclaire tout. Je suis allée jusqu'au frigo. J'ai ouvert la porte. La bûche pralinée était là, seule, dans sa boîte dorée. J'ai coupé une petite tranche,
Je l'ai posé sur une assiette, je l'ai mangé lentement, sans plaisir, juste pour prouver que quelque chose pouvait encore exister de ce repas disparu. Puis, j'ai éteint les guirlandes du sapin. La lumière a cessé de clignoter. La maison est redevenue ce qu'elle était vraiment. Une scène vide après la représentation. Vers 14 heures, le téléphone a vibré de nouveau. Un message, cette fois d'une voisine. « Joyeux Noël, Jeanne. Tu es avec tes enfants ?» J'ai répondu. Ils sont partis à la montagne. Elle a mis un cœur. J'ai souri tristement. Les cœurs des autres sont parfois plus lourds que leur silence. Le soir, j'ai remis mon manteau et je suis sortie marcher un peu. Le froid mordait mes joues, mais il me faisait du bien. J'ai regardé la lune blanche au-dessus du jardin et j'ai pensé, peut être qu'un jour, j'arrêterai d'attendre. Peut être qu'un jour, ce sera moi qui partirai, sans prévenir. Je n'en savais rien encore. Mais ce 25 décembre-là, quelque chose s'était fissuré. Pas une colère, pas un cri, un simple déclic. Celui qui fait basculer une femme d'un rôle qu'on lui a imposé à une vie qu'elle va reprendre, seule. Le 25 décembre, il m'a laissé un message. On est parti à la montagne. Désolé, maman. Et dans ce désolé, il y avait toute la distance du monde. Quand la douleur devient trop vive, la mémoire se défend. Elle ouvre ses tiroirs un à un pour chercher des images plus douces, des sons plus anciens. C'est ainsi que, ce soir-là, au lieu de pleurer, j'ai commencé à me souvenir. Il y a eu tant d'autres Noëls avant celui-ci, des Noëls pleins de vie, de cris d'enfants, de musique dans la cuisine. Des années où je me levais à l'aube pour préparer la dinde, où Paul râlait gentiment parce que le sapin penchait toujours un peu, et où Marc, petit, se cachait sous la table pour ouvrir ses cadeaux en avance. Je revois encore ses doigts potelés tirés sur le ruban rouge du paquet, son rire éclaté comme une clochette. Je revois Paul, accroupi près du feu, sa chemise ouverte, les joues rougies par la chaleur du four. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions le temps. Le temps d'attendre que la neige tombe. Le temps de se raconter des histoires. Le temps de ne rien vouloir d'autre que d'être ensemble. Je crois que c'est cela qui me manque le plus aujourd'hui. La lenteur d'avant. Cette lenteur des jours sans portable, où l'on s'écrivait encore de vraies lettres, où un désolé devait se dire en face. Paul disait souvent, « La modernité, c'est ce qui finira par nous rendre muets. » Je riais de lui. Il n'avait pas tort. Nous nous étions rencontrés dans une librairie à Rouen, un jour de pluie. Il cherchait un roman de Camus, moi un livre de recettes. Nos parapluies trempaient le sol, et il m'avait dit en souriant, « On devrait écrire un livre sur la façon dont les gens s'attendent sans le savoir. » Je l'avais trouvé un peu fou, et je l'ai épousé 6 mois plus tard. Pendant 37 ans, nous avons vécu dans cette petite maison de Saint-Aubin, celle où je vis encore. Chaque pierre a connu nos rires, nos disputes, nos silences. C'est ici qu'est né Marc, un matin de février, dans un cri que j'entends encore. Paul avait les larmes aux yeux. Il répétait « Regarde-le, Jeanne, il est parfait. » Je crois que c'est ce jour-là que j'ai cessé d'avoir peur de vieillir, parce qu'à travers lui, je croyais que tout continuerait. Les Noëls de notre jeunesse étaient simples mais lumineux. Une nappe à carreaux, des bougies qu'on rallumait 3 fois parce que la cire tombait trop vite. Paul jouait du violon mâle, mais avec cœur. Marc chantait faux. Et moi, je décorais la table avec des branches de sapin ramassées dans le jardin. C'était le bonheur sans spectacle, celui qu'on ne photographie pas, mais qu'on garde sous la peau. Puis, le monde a changé. Imperceptiblement d'abord. Les repas sont devenus plus rapides. Les mots, plus courts. Les regards, plus fuyants. Et la tendresse, plus conditionnelle. Je me souviens du premier Noël différent. Paul venait de mourir depuis 6 mois. Marc, déjà marié, m'avait invité chez eux. Claire m'avait accueilli poliment, avec ce sourire qu'on réserve aux invités indésirables. La table était parfaite sans une tache, sans un faux pli. Mais tout sonnait faux. Pas de musique, pas de rire. Les conversations glissaient comme de l'eau sur du verre. Et moi, je n'étais plus qu'un souvenir assis au bout de la table. À la fin du repas, Claire m'avait dit doucement « Vous savez, Jeanne, je vous ai mis dans la chambre d'amis. On ne voulait pas que vous soyez fatiguée. Mais ce n'était pas de la sollicitude. C'était une façon élégante de m'écarter. Je l'ai compris plus tard.
en entendant Marc murmurer. Elle est sensible. Fais attention à ce que tu dis. Je n'étais plus une mère, ni même une invitée. J'étais devenue un sujet à manier. Et pourtant, j'ai continué à croire, à espérer, chaque année, qu'il reviendrait à la maison. J'envoyais des messages, des photos du sapin, des petits mots. Tu te souviens, Marc, de la bûche pralinée? Parfois, il répondait d'un simple « oui », suivi d'un emoji. La modernité avait avalé le langage. Là où autrefois il y avait des phrases, il n'y avait plus que des symboles. Et dans ces symboles, plus rien ne vivait. Parfois, je me dis que ce n'est pas leur faute, qu'ils sont pris dans un monde où tout va trop vite, où l'amour doit se caser entre deux notifications. Mais d'autres soirs, comme celui du 25 décembre, je sens monter une colère froide. Parce que moi aussi, j'ai eu 20 ans. Moi aussi, j'ai couru, travaillé, élevé un enfant, et jamais je n'ai oublié d'appeler ma mère à Noël. Je repense à elle souvent, ma mère. Elle n'avait rien, sinon la patience. Elle disait, les enfants grandissent, les mots raccourcissent, mais la douleur d'une absence reste entière. Je la comprends maintenant, trop tard, comme toujours. Le soir, j'ai ouvert une vieille boîte en fer, celle où je garde les cartes de vœux de Marc. Les premières étaient pleines de dessins maladroits. Un sapin, une étoile, joyeux Noël maman, écrit en travers. Puis les années ont passé. Bise à toi, on t'aime. Bonne année, on se voit bientôt. Et enfin, plus rien. Rien que des messages vocaux, secs et pratiques. Le cœur avait été remplacé par la fonction envoyer. J'ai refermé la boîte. J'ai regardé autour de moi. Tout était calme, propre, ordonné. Trop ordonné. Comme si la vie s'était retirée en silence, laissant juste un décor de souvenirs. Je me suis approchée de la cheminée. J'ai allumé une bougie. La flamme a vacillé un instant, avant de se stabiliser. Je l'ai fixée longtemps, et j'ai murmuré. « Paul, tu vois, notre fils est devenu un homme pressé. Pressé de vivre, pressé de fuir, pressé d'oublier. » Puis j'ai ajouté, plus bas, « Mais moi, je ne suis plus pressé. J'ai tout le temps du monde pour comprendre. Et c'est peu, être là que le passé m'a rendu ma force, en me rappelant que j'avais existé avant eux, que j'étais quelqu'un avant d'être une mère. Une femme capable de bâtir, de réparer, de recommencer. Oui, j'avais aimé. Oui, j'avais perdu, mais je n'étais pas finie. Le passé, ce n'est pas ce qu'on regrette. C'est ce qui nous apprend à ne plus nous excuser d'avoir aimé trop fort. Les choses ne se sont pas effondrées d'un coup. Non, elles ont commencé à s'effriter lentement, comme un mur qui se fissure sans bruit. Au début, ce n'était que de petites absences, des oublis, des prochains week-ends jamais précisés. Puis, les excuses sont venues, et derrière elles, le vide. Je crois que tout a commencé un automne. 2 ou 3 ans après la mort de Paul, Marc venait encore dîner un dimanche sur 2. Il arrivait souvent en retard. Un bouquet de fleurs à la main, le téléphone dans l'autre. Il posait le bouquet sur la table sans me regarder vraiment, et disait « Désolé, maman, on a couru toute la journée. » Il disait « on », et déjà, ce « on » me blessait, parce qu'il ne voulait plus dire lui et moi. Mais lui est clair. Je me souviens d'un soir en particulier. J'avais préparé une blanquette de veau, son plat préféré. La sauce mijotait depuis le matin, la table était dressée. À 10 à 9 heures, un message est tombé. On ne pourra pas venir ce soir. Claire a mal à la tête. On reporte, d'accord? J'ai relu le message 3 fois. Je n'ai pas répondu. Je suis allée jusqu'à la cuisine. J'ai éteint le feu sous la casserole. J'ai rangé les assiettes. Puis je me suis assise. Le silence avait un goût de soupe froide. Les on reporte sont devenus des on verra. Et les on verra, des silences. Parfois, Marc m'appelait du bureau. « Désolé, maman, j'ai une réunion. Tu rentres tard ?»« Oui, tu sais. La boîte traverse une phase compliquée. » Mais je savais que ce n'était pas seulement la boîte. C'était lui, déjà ailleurs, déjà fatigué de moi. Quand je lui parlais de Paul, il soupirait. « Tu vis trop dans le passé, maman. Faut avancer. » Avancer. Ce mot-là sonnait comme une injonction à oublier. Un dimanche, alors qu'il était venu seul, Claire avait un brunch d'amis, il a parcouru la maison du regard.
Tu devrais vendre, tu sais. C'est grand pour toi toute seule. Et aller où? Je sais pas. Un appartement plus pratique. Ce serait plus simple. Plus simple. Toujours ce mot. Leur arme préférée. La simplicité. Comme si l'amour, le souvenir, la fidélité à un lieu étaient devenus des complications inutiles. Un jour, j'ai tenté d'organiser un déjeuner familial. C'était en mars, je me souviens. Le mimosa du jardin commençait à fleurir. Je les ai appelés. Dimanche, je fais un pot au feu. Ça vous dirait? Marc a hésité. Dimanche? Je crois qu'on a prévu un truc avec les enfants. Mais je te dis, d'accord? Je n'ai jamais su ce qu'ils avaient prévu. Mais le dimanche venu, personne n'est venu. J'ai déjeuné seul, avec la radio. Le pot au feu avait un goût de poussière. Le soir, j'ai pris le carnet vert et j'ai écrit. Je n'attends plus. J'espère encore. C'est pire. Les appels se sont espacés. Un par semaine. Puis, un tous les 10 jours. Toujours rapide. Toujours distrait. Il disait « Je t'écoute, maman ». Mais j'entendais le clavier de son ordinateur, les notifications qui bipaient en fond. Un jour, je lui ai dit « Tu travailles trop ». Et il m'a répondu, un peu agacé « Tu dramatises toujours, maman. C'est toi qui t'ennuies, pas moi ». Je crois que cette phrase m'a marqué au fer. « Tu dramatises toujours ». Elle m'a poursuivi pendant des semaines. C'était leur manière de me réduire, de me faire croire que ma peine était exagérée, que mon besoin d'eux relevait d'une faiblesse. Mais non, ce n'était pas du drame, c'était du manque. Et le manque n'est pas un caprice. À Noël, cette même année-là, ils sont venus, en retard comme toujours. Claire m'a embrassée à peine. Marc a posé les cadeaux près du sapin. Elle a dit d'une voix un peu lasse. « Tu sais, Jeanne, tu devrais être simplifié un peu la déco. Ça fait vieillot. » Je n'ai rien dit, mais j'ai senti mes joues brûler. C'était ma maison, mes guirlandes, mon enfance accrochée au mur, et pourtant, j'avais l'impression d'être invitée chez moi. Pendant le repas, ils ont parlé boulot, vacances, projets. Je les écoutais, en silence, les mains jointes sur mes genoux. Quand j'ai tenté d'évoquer un souvenir de Paul, Claire m'a coupé net. « Oui, on sait. Tu nous l'as déjà raconté. » Cette fois, Marc n'a pas réagi. Il a simplement continué à découper sa viande, comme si mes mots glissaient sur la table. Je crois que c'est ce soir-là que j'ai compris. Il ne cherchait plus à me comprendre, mais à m'écarter doucement. Au printemps, je les ai invités pour Pâques. Même réponse. « On ne peut pas, maman. On a besoin de souffler un peu. Les enfants sont fatigués. » Souffler. Toujours souffler. Comme si ma présence était un effort, une contrainte. Je leur ai proposé de venir un autre jour. Ils ont dit qu'ils me tiendraient au courant. Je n'ai plus insisté. Et quand, 2 semaines plus tard, j'ai vu sur les réseaux une photo d'eux, souriant, sur une terrasse de restaurant, j'ai compris que je n'étais même plus un oubli. J'étais un secret. L'été suivant, ils ne sont pas venus du tout. Pas un week-end. Pas une visite. Juste un colis pour mon anniversaire, une boîte de biscuits et un mot imprimé. « Bon anniversaire, maman. On t'embrasse fort. » Pas de signature manuscrite. Même leur affection était devenue administrative. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le banc du jardin, j'ai ouvert la boîte, j'ai mangé un biscuit. Il était sec, comme eux. Les voisins disaient « Votre fils doit être très occupé, non ?» Je souriais, pour éviter la honte. Je répondais « Oui, il réussit bien. Je suis fière de lui. » Mais à l'intérieur, quelque chose se tordait. Ce n'était plus de la fierté. C'était un mensonge poli pour sauver la face. Un soir, en rangeant un tiroir, je suis tombée sur une photo. Marc, adolescent, bras autour de mon cou, riant à pleines dents. Je l'ai fixé longtemps, et j'ai murmuré. « Tu étais si proche, mon fils. Où es-tu parti, vraiment ? Pas à la montagne, pas à la mer, mais ailleurs, dans un monde où les mers n'ont plus de place. » J'ai glissé la photo dans mon carnet vert, et j'ai écrit « On ne devient pas une étrangère du jour au lendemain. On le devient le jour où nos mots cessent d'avoir de l'écho. La goutte d'eau, on ne la voit jamais venir. Elle tombe un jour où l'on croyait avoir déjà tout supporté. Un jour banal, sans drame, sans cri,
Mais c'est celui-là qui fait déborder tout le reste. Pour moi, ce fut un mercredi d'octobre. Un ciel blanc, une odeur de pluie et de bois humide. Je venais de rentrer du marché quand j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Une belle enveloppe beige, au papier épais, avec un logo notarial dans le coin supérieur gauche. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un courrier administratif. Je l'ai ouverte sans méfiance. À l'intérieur, une lettre de Maître Durand, le notaire de famille. Quelques lignes, sobres, impersonnelles. Madame Lemoine, conformément à la demande de votre fils, M. Marc Lemoine, je vous transmets le projet de donation anticipée de biens immobiliers concernant votre maison de Saint-Aubin, dans le but de simplifier la gestion future du patrimoine familial. Merci de prendre contact avec notre étude afin de convenir d'un rendez-vous de signature. Le papier a tremblé dans ma main. Simplifier la gestion future. Ces mots-là, je les connaissais. Ils voulaient dire « On a décidé sans toi ». Et ce jour-là, je l'ai senti. Quelque chose en moi venait de se rompre. Je me suis assise, le courrier à plat sur la table, les mains posées de part et d'autre. J'entendais encore la pluie frapper les vitres, régulière, obstinée. J'ai lu et relu chaque ligne, cherchant une erreur, un malentendu. Mais non, c'était bien là, noir sur blanc. Mon fils avait demandé à transférer ma maison en son nom, sous prétexte d'organisation, de prévoyance, d'efficacité, sous prétexte d'amour, sûrement. J'ai ouvert la pièce jointe. Le projet de donation. Première ligne. Donatrice, Madame Jeanne Lemoine. Bénéficiaire, Monsieur Marc Lemoine, son fils. J'ai senti ma respiration se bloquer. C'était ma maison, celle que Paul et moi avions bâtie, pierre après pierre. Paul avait monté les murs, moi j'avais planté les lilas le long du portail. Nous avions choisi chaque tuile, chaque couleur, chaque recoin, et voilà que, dans le langage froid des actes, cette maison devenait un bien transmissible. Un dossier, un patrimoine. Je me suis levée brusquement, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Marc. Il a décroché, la voix déjà sur la défensive. « Oui, maman ? J'ai reçu un courrier du notaire. Tu peux m'expliquer ?» Un silence, puis ce ton faussement calme, celui qu'il prenait quand il voulait avoir raison. « Ah oui, c'est juste pour simplifier les choses, tu sais. Rien de grave. Simplifier quoi ? La succession, les papiers. Tu gardes bien sûr l'usage de la maison. C'est juste une formalité. Une formalité. Ma maison, ma vie, mon histoire, une formalité. Et pourquoi sans m'en parler ? Il a soupiré, un peu agacé. Parce que tu aurais encore dramatisé. Et parce que Claire voulait que ce soit propre sur le plan juridique. C'est pour toi aussi. Tu comprends ? Je ne comprenais plus rien. Ou plutôt, je comprenais trop bien. Ils avaient pris l'habitude de décider à ma place, sous couvert de bienveillance, de simplifier, de protéger, de gérer. Et moi, je disais oui, parce que je croyais qu'aimer, c'était faire confiance. Mais ce jour-là, j'ai senti qu'il ne restait plus rien de la confiance. Seulement une mère administrée, rangée, gérée comme un dossier trop encombrant. Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de dire « Je vais y réfléchir ». Marc a ajouté, presque pressé « Oui, fais vite. Le notaire part en congé la semaine prochaine. » Puis il a raccroché. Je suis restée un long moment à fixer le téléphone. J'aurais voulu pleurer, mais aucune larme ne venait. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Seulement un vide froid, précis, comme un trou dans le ventre. Le soir, j'ai ouvert le vieux tiroir du buffet, celui où Paul gardait ses papiers. Je n'y avais pas touché depuis des années. J'y ai retrouvé nos factures de matériaux, les plans griffonnés de la maison, et, au fond, une photo de nous deux, jeunes, debout devant le portail encore sans peinture. Je l'ai posée sur la table, à côté de la lettre du notaire. Et j'ai murmuré « Tu entends, Paul ? Ton fils veut simplifier nos murs. » J'ai ri, un rire bref, presque nerveux. Puis, j'ai écrit dans mon carnet vert. Aujourd'hui, j'ai compris. Ils ne veulent pas mon bien. Ils veulent mon effacement, emballé dans des mots polis. Le lendemain, Claire m'a appelé. Sa voix était sucrée, mesurée, dangereuse. « Jeanne, j'espère que tu n'as pas mal pris le courrier.
On veut juste t'éviter des soucis, tu sais. La maison reste à toi, évidemment. Alors pourquoi transférer? Pour que ce soit plus simple. On ne sait jamais. Si un jour il t'arrivait quelque chose, on éviterait les complications. Les complications? Ou les témoins? Elle a ri, un peu trop fort. Toujours ton sens du drame. Encore cette phrase. Je l'ai laissé filer. Mais en raccrochant, j'ai senti qu'un autre fil venait de se tendre. Celui de ma patience. Le soir, j'ai sorti toutes mes chemises de papier. J'ai commencé à relire chaque document. Compte, procuration, facture, lettre de banque. J'ai vérifié les signatures. Je me suis mise à tout noter. Les dates, les mots suspects, les simplifier, les pour toi. Plus je lisais, plus le puzzle prenait forme. Tout se tenait. Depuis des années, pas à pas, il préparait ma disparition légale. Et moi, j'avais fermé les yeux. Vers minuit, j'ai refermé le dernier dossier. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit était froid, presque pur. J'ai respiré profondément. Et j'ai dit tout haut, pour la première fois, assez. Pas un cri, juste un mot. Mais il contenait tout. Assez d'être mise à distance, de devoir me justifier d'exister. Assez d'être traitée comme une enfant dont on gère le goûter. Assez de croire que le silence protège. Je me suis assise, j'ai rallumé la bougie sur la table. Sa flamme tremblait, mais elle tenait bon. Et moi aussi. J'ai ouvert mon carnet vert et j'ai écrit. Lentement. Ils ont franchi la ligne. Je ne signerai rien. Je ne crierai pas. Mais désormais, chaque mot sera daté. Chaque geste sera noté. Et chaque silence calculé. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vivante. Pas heureuse, non. Vivante. C'est ce soir-là, à la lueur d'une bougie, que j'ai cessé d'espérer et que j'ai commencé à agir. Les nuits qui ont suivi la lettre du notaire ont été longues, épaisses, traversées d'insomnie et de pensées tournoyantes. Je n'avais plus sommeil, plus faim, plus l'illusion que tout cela n'était qu'un malentendu. Le jour, je faisais bonne figure, je sortais acheter du pain, je saluais les voisins, je disais que tout allait bien. Mais la nuit, le silence reprenait ses droits. C'est dans ce silence-là que la vérité s'est mise à parler. Je m'asseyais dans la cuisine, une tasse de tisane à la main, et j'étalais les papiers sur la table comme on aligne les pièces d'un puzzle. Facture, lettres de banque, relevés de compte, documents notariés, messages imprimés. Je relisais tout. Je soulignais les phrases suspectes, les mots trop polis, les adverbes enjoliveurs. Simplement, pour toi, tranquillement, à l'avance. Ces mots qui, mis bout à bout, formaient un piège parfaitement cousu. Un soir, vers 3 heures du matin, j'ai relu la lettre de Maître Durand, celle qui parlait de donation anticipée. Je l'ai posée à côté d'un relevé de banque où figurait un virement que je n'avais pas autorisé une somme transférée pour des travaux futurs. J'ai réalisé que depuis des mois, il touchait à mes affaires, petit à petit, toujours avec mon accord implicite, toujours dans mon intérêt. L'effacement doux, c'est comme ça que je l'ai nommé dans mon carnet. Pas de violence, pas de cri, juste un effacement soyeux, progressif, orchestré sous couvert d'aide et de bonne volonté. Cette prise de conscience ne m'a pas fait pleurer. Non, elle m'a rendue froide, lucide, presque calme, comme si je voyais enfin le mécanisme d'une montre après l'avoir entendue tinter trop longtemps. Je me suis dit que si eux savaient si bien planifier, je pouvais, moi aussi, apprendre à planifier, mais dans le sens inverse. Je n'étais plus la mère qu'on Amadou. J'étais devenue une femme, en train de redevenir sujet. Pas victime, pas bourreau, témoin exact. J'ai pris un cahier neuf et j'ai commencé à classer. Sur la première page, j'ai écrit « Dossier Géanet-Lemoine. Vérité administrative et morale ». En dessous, 3 rubriques. Documents financiers. Correspondance familiale. Preuve de lucidité. Chaque nuit, je remplissais ce dossier. Je notais les dates, je numérotais les pièces, je joignais les copies. Je faisais de ma vie un dossier parce qu'eux avaient voulu en faire une affaire. Et qu'une affaire, ça se traite avec des preuves. Mais l'introspection ne se limite pas au papier. Elle se glisse aussi dans les souvenirs, dans les gestes qu'on n'avait pas vus. Je revoyais des scènes banales,
mais désormais sous un autre angle. Les clés qu'il gardait juste au cas où. Le mot de passe bancaire qu'on a noté pour t'aider. Les papiers qu'on a rangés à ta place, tu étais fatigué. Tout prenait sens. Je n'avais pas été naïve, j'avais été confiante. Et dans leur monde, la confiance se traitait comme une faiblesse. À force de classer, la peur s'est transformée en méthode. Et la méthode en clarté. Un matin, je me suis regardée dans la glace, les yeux cernés, mais le regard net. Je me suis dit, ils m'ont prise pour une femme vieille, mais pas pour une femme vivante. Ils s'étaient trompés. Ce jour-là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé une autre étude notariale, celle de Maître Pereiro, à la ville voisine. Une voix douce m'a répondu. « Vous souhaitez un rendez-vous pourquoi, madame ? Pour reprendre mes droits. » Et être un peu de paix, un silence, puis, très bien, mardi, 10 heures. Apportez tout ce que vous avez. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais une date, une action, une perspective. Le soir, j'ai préparé mes documents dans une chemise grise, avec des onglets colorés. J'ai même glissé une photo de la maison, prise 30 ans plus tôt, pour rappeler que les murs aussi ont une mémoire. Puis j'ai écrit sur une feuille blanche. Question à poser. Peut-on annuler une donation non signée ? Comment prouver la manipulation familiale ? Comment protéger son autonomie légale ? Je me sentais comme une élève avant un examen. Mais cette fois, j'étais prête. Pas pour réussir, pour comprendre. La nuit précédant le rendez-vous, je n'ai presque pas dormi. J'ai relu mes notes, j'ai réécrit mes phrases pour qu'elles soient claires, factuelles, sans émotion. Je voulais que ma douleur ne soit plus un cri, mais une preuve. Vers 4 heures, j'ai écrit une phrase qui m'a apaisée. L'émotion m'a trahi. La clarté me sauvera. Puis j'ai éteint la lampe. J'ai attendu l'aube. Je n'étais plus prisonnière de mon attente. Je devenais l'artisane de mon avenir. Le lendemain, je suis entrée dans le bureau de Maître Pereiro avec ma chemise grise contre moi, comme un bouclier. Le notaire, un homme calme au regard direct, m'a invité à m'asseoir. Je lui ai tout raconté. Pas en larmes, pas en plaintes. En faits, en dates, en phrases courtes. Il a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a refermé son carnet et m'a dit « Vous avez bien fait de venir, Madame Lemoine. Vous n'êtes ni folle ni excessive. Vous êtes simplement seule dans un système où la bienséance masque l'abus. » J'ai respiré profondément. Il a ajouté « Nous allons rédiger un courrier de refus de donation confirmé par acte authentique. Et je vous conseille de vérifier toutes les procurations bancaires. Vous êtes encore parfaitement en possession de vos droits, faites-les exister. » En sortant du bureau, j'avais le cœur léger. Pas joyeux, mais libre. J'avais mis un nom sur ma situation, l'effacement doux. Et j'avais trouvé l'antidote, la clarté juridique. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai ouvert mon carnet vert et j'ai écrit. Ils m'ont réduite à un rôle. J'ai retrouvé ma fonction. J'étais l'oubliée. Je deviens la témoin. Mon silence n'est plus soumission, il devient stratégie. J'ai refermé le carnet, j'ai allumé une bougie, j'ai pris une gorgée de tisane, la flamme dansait doucement, stable, confiante. Je me suis dit, je ne suis plus dans la peur. Je suis dans la préparation. Quand on a été trahi par des mots doux, on apprend à se protéger par des actes précis. La douleur m'avait ouvert les yeux, la clarté m'avait rendue froide, et maintenant, il me restait à devenir méthodique. Je n'étais plus une mère blessée. J'étais une femme qui prépare son dossier. Le matin suivant mon rendez-vous chez Maître Pereiro, je me suis levée tôt, vêtue de mon manteau gris, le carnet vert dans le sac et la tête pleine de résolution. Je savais ce que j'avais à faire. Reprendre la main. La première étape fut la banque. Une agence où je n'étais pas allée depuis des années. La banquière, une jeune femme aux lunettes rondes, m'a accueillie d'un ton professionnel. « Bonjour, Madame Lemoine. Que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai tendu ma pièce d'identité. Et j'ai dit calmement, « Je veux revoir toutes les procurations actives sur mes comptes et en supprimer certaines. » Elle a tapoté sur son clavier. « Vous aviez donné procuration à Monsieur Marc Lemoine. C'est bien cela ?» C'était le cas. Ce ne l'est plus. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, surprise. « Souhaitez-vous que je vous imprime les documents de révocation ? Imprimez-les et donnez-m'en 2 exemplaires. » J'ai signé les papiers avec une main ferme.
Le bruit du stylo sur le papier m'a paru étrangement libérateur, presque comme un cri silencieux. Quand elle m'a remis les copies, j'ai rangé l'un des exemplaires dans ma chemise grise. Sur la couverture, j'ai noté « Étape 1. Autonomie bancaire retrouvée ». 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Marc. Sa voix était tendue. « Maman, la banque m'a appelé. Tu as supprimé la procuration ?»« Oui. »« Mais pourquoi ? Tu n'as plus confiance ?»« Si. J'ai confiance en la loi. Et en moi. C'est suffisant. » Il a tenté de plaisanter. « Claire va trouver ça bizarre, tu sais. Claire trouve toujours tout bizarre quand je décide quelque chose. » Un silence, puis un soupir exaspéré. « Tu fais comme tu veux, mais tu compliques tout. » Je simplifie, Marc. Pour une fois, à ma façon. J'ai raccroché, et j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis longtemps. L'étape suivante fut le notaire. J'y suis retournée seule, avec mes dossiers soigneusement classés. Maître Pereiro m'a écouté, puis m'a proposé un plan clair. Rédiger un acte de refus officiel de donation. Mettre à jour mon testament pour protéger mes volontés futures. Enregistrer ma volonté d'usufruit exclusif sur la maison, afin d'éviter toute tentative d'appropriation. Il m'a expliqué chaque terme avec douceur, sans paternalisme. Je notais tout, mot après mot, comme si j'étudiais une nouvelle langue, la langue du droit, celle qu'on aurait dû m'apprendre plus tôt. À la fin, il m'a dit « Vous savez, Jeanne, la loi est souvent plus simple que les relations familiales. Elle ne juge pas. Elle constate. » J'ai souri. Alors, faisons-la constater. 3 signatures plus tard, tout était officiel. La maison restait mienne, intégralement. Et cette fois, les papiers portaient ma volonté, pas celle des autres. Je suis sortie du bureau et j'ai marché longtemps dans les rues du centre-ville. Les vitrines brillaient, les passants riaient. Et moi, j'avançais à pas lents mais sûrs. J'avais l'impression d'avoir réappris à respirer. À chaque pas, je me répétais « Tu n'as rien perdu. Tu as repris ce qui t'appartenait déjà. » 1 semaine plus tard, j'ai pris rendez-vous avec une avocate, Maître Clément, conseillée par le notaire. Une femme d'une 50aine d'années, au regard franc, au ton sans détour. Je lui ai raconté toute l'histoire, de la lettre du notaire à la procuration bancaire. Elle a hoché la tête, puis m'a dit « Vous avez bien agi. Maintenant, il faut verrouiller. Si votre fils ou sa femme tente à nouveau une manœuvre, vous devez avoir trace de tout. Courrier recommandé, mail, appel, tout. Je note tout. Déjà, continuez. Et surtout, ne les affrontez pas directement. Laissez les papiers parler pour vous. C'est ce que je fais le mieux. » En sortant du cabinet, je me suis surprise à sourire. Je n'étais plus une vieille femme dépassée. J'étais une femme qui connaissait le langage des preuves. J'ai continué ma préparation comme on tisse un filet, fil après fil. J'ai ouvert un nouveau compte à la banque, uniquement à mon nom. J'y ai transféré mes économies, mes revenus de retraite, mes intérêts. J'ai mis à jour les bénéficiaires de mon assurance vie. Et j'ai rédigé, avec Maître Pereiro, un testament clair et signé. Ma maison, mon mobilier et mes économies seront transmis, à mon décès, à une œuvre pour les femmes âgées isolées. Mon fils, Marc Lemoine, bénéficiera d'un legs symbolique, ma montre, celle qu'il m'a offerte pour mes 60 ans, afin qu'il se souvienne du temps qu'il m'a fait perdre. Quand j'ai lu la phrase à voix haute, le notaire a levé les yeux. « Vous êtes sûr de vous ? » ?»« Absolument. J'ai passé 40 ans à donner. Aujourd'hui, je redistribue. Le soir même, j'ai ouvert mon carnet vert et j'ai écrit. Ce qu'ils appellent détachement, moi j'appelle ça apprentissage. J'ai cessé de supplier d'être aimé. J'ai commencé à exiger d'être respecté. J'ai ensuite numéroté mes dossiers, ajouté une clé USB avec des copies scannées de chaque document et les rangé dans un tiroir discret. Au-dessus, j'ai collé une étiquette. En cas de doute, lire. Les jours suivants, je suis redevenue invisible volontairement cette fois. Je ne répondais plus immédiatement à leurs messages. Je laissais leurs appels en attente, leurs mails sans réponse. Je me contentais de noter leurs mots, leurs excuses, leur silence. Je n'étais plus la mère qui attendait. J'étais la femme qui observait. Marc a fini par écrire. « Tu nous manques ? Maman, on viendra bientôt. » Je n'ai pas répondu. Je savais que le bientôt
était leur manière de me tenir tranquille. Mais moi, désormais, je n'étais plus tranquille. J'étais prête. Je passais mes journées à marcher le long de la rivière, à respirer l'air froid, à sentir sous mes doigts la solidité du monde réel, celui qu'on ne peut pas falsifier. Je me sentais redevenir légère. Tout ce que j'avais perdu en illusion, je le gagnais en dignité. Quand le vent me faisait frissonner, je me disais « Tu tiens bon, Jeanne. Le piège se refermera sans que tu aies à lever la voix. » Le secret de la vengeance douce n'est pas la colère. C'est la rigueur tranquille de celle qui a compris les règles. Les pièges les plus efficaces ne sont pas ceux qu'on tend. Ce sont ceux qu'on laisse se refermer seuls, dans le calme. Et celui-là, je n'avais même plus besoin de le serrer. Il s'était refermé par la simple force de la vérité. Cela commença un mardi matin. Un coup de téléphone bref, sec. C'était Marc. « Maman, on passe te voir tout à l'heure. » Pas un mot de plus. Sa voix n'avait plus la douceur du fils. Elle avait la tension d'un homme qui se sent menacé. J'ai posé le combiné sans rien répondre. Je savais. Ils avaient découvert. À 15 heures, la sonnette a retenti. Claire entra la première, manteau encore fermé, sac à main serré contre elle. Marc suivait, le visage fermé, la mâchoire contractée. Je les ai accueillis dans le salon, calme, droite, vêtue de mon cardigan gris. Le carnet vert reposait sur la table basse, à côté d'une chemise cartonnée. Tout était à sa place. « Alors ?» dis-je simplement. Marc inspira profondément. « Tu peux m'expliquer ce que tu as fait ?»« Beaucoup de choses. »« Laquelle t'intéresse ?» Il fronça les sourcils. « Les procurations, les comptes, le notaire. »« Tu t'es amusé à tout bloquer ?» ?»« Je ne me suis amusé à rien. J'ai simplement remis les choses dans l'ordre. » Claire prit la parole, d'un ton sec, presque méprisant. « Tu exagères, Jeanne. On voulait juste t'aider, anticiper. Tu as tout mal interprété. » Je la fixai sans ciller. « C'est possible. Mais heureusement, la loi, elle, interprète très bien. » Un silence lourd suivit. Ils se regardèrent, hésitants. Marc finit par dire « Plus bas. Tu nous mets dans une position impossible. » « Non. Je vous rends votre position réelle, celle que vous aviez oubliée. Vous êtes mes enfants, pas mes tuteurs. » Ils se turent. Je sentais la colère de Claire monter, comme un parfum acide. Elle se leva brusquement, fit quelques pas dans le salon, effleura les cadres photos sur le buffet. « Tu veux quoi, au juste? Nous humilier? Faire un scandale ?» Je secouai doucement la tête. « Non, je veux seulement que tout soit clair. J'ai fait rectifier les actes. Ma maison reste à mon nom, mon argent aussi. Et j'ai pris mes dispositions pour le futur. » « Tes dispositions ? » ?»« Oui. J'ai refait mon testament. » Marc blêmit. « Mais maman !» Je levai la main, doucement, pour le faire taire. Inutile d'insister. Ce qui est signé ne se discute pas. Un long silence s'installa. On entendait le tic-tac de l'horloge, les oiseaux dehors, la pluie qui commençait à tomber. Je les observais, l'un après l'autre. Marc, nerveux, cherchant ses mots. Claire, crispée, jouant avec la fermeture de son sac. Ils semblaient si petits, tout à coup, pas à cause de leur taille, mais parce qu'ils ne contrôlaient plus rien. Et moi, pour la première fois depuis des années, je contrôlais tout. « Tu aurais pu nous parler avant de faire ça, » dit enfin Marc. « Et toi, avant de demander une donation dans mon dos ?» Il baissa les yeux. « C'était pour t'aider. » « Non, c'était pour t'assurer. Ce n'est pas la même chose. » Je dis cela sans colère, sans haine, juste avec cette froideur lucide qu'on acquiert quand on a fini de se débattre. Soudain, le téléphone sonna. Je décrochai. Une voix masculine, calme, s'éleva. « Madame Lemoine ? C'est Maître Pereiro. Vous m'aviez demandé de vous rappeler ?» Je souris légèrement. « Oui, maître, je vous entends. Je vous confirme que l'acte de refus de donation a bien été enregistré. Votre dossier est complet. Je vous enverrai une copie certifiée dès demain. » « Merci, maître. » J'ai jeté un regard vers Marc et Claire qui me fixaient, pâles. « Ah, justement, mes enfants sont là. Vous voulez leur dire bonjour ?» Un silence gêné. « Non, inutile, » répondit-il doucement. « Bonne journée, Madame Lemoine. » Je raccrochai. Le calme était revenu. Marc se leva à son tour, nerveux. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?
On va passer pour des ingrats. Alors, ne le soyez pas. Tu veux te venger? Je souris. Non, Marc. Je veux que tu apprennes à distinguer la bonté de la naïveté. C'est une nuance que tu n'as jamais comprise. Claire eut un petit rire sec. Tu crois vraiment qu'un notaire va nous empêcher de t'aimer, Jeanne? Je ne crois plus rien, Claire. Je constate. Et je conserve les preuves. Ils n'avaient plus rien à dire. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte, calmement. Marc s'est arrêté sur le seuil. Ses yeux brillaient de colère ou de honte, je ne saurais le dire. Tu es dure, maman. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Non, Marc, je suis exact. Ils sont partis sans un mot de plus. La porte s'est refermée, doucement, presque avec respect. Le lendemain, j'ai reçu un mail de Maître Clément, mon avocate. Chère Madame Lemoine, suite à nos démarches, vos droits sont désormais verrouillés. Aucun transfert, aucune signature ne peut être effectuée sans votre présence. Le reste appartient au silence. J'ai relu cette dernière phrase plusieurs fois. Le reste appartient au silence. C'était presque poétique. Je l'ai recopié dans mon carnet vert. Puis j'ai ajouté. Le piège s'est refermé, non par vengeance, mais par précision. Il voulait me simplifier. J'ai choisi de me clarifier. La loi a parlé, calmement. Moi, je n'ai eu qu'à écouter. Le dimanche suivant, la voisine, Madame Robin, est passée avec un gâteau aux pommes. Elle m'a dit en souriant. On a vu votre fils repartir tout pâle la semaine dernière. Tout va bien? J'ai répondu simplement. Oui. Les choses rentrent dans l'ordre. Ah, tant mieux. Vous avez l'air plus tranquille. Je le suis. Enfin, elle n'a pas insisté. Mais son regard bienveillant m'a réchauffé. Le silence n'était plus une punition, il était devenu ma victoire. Le soir, j'ai ouvert la fenêtre. L'air était frais, presque doux. Je me suis surprise à sourire. Je n'avais pas élevé la voix, pas cherché à convaincre. J'avais simplement posé les bonnes signatures, aux bons endroits. Et ce calme nouveau valait toutes les colères du monde. Dans mon carnet vert, j'ai écrit la dernière phrase du jour. Quand la loi devient ton allié, le silence devient ton langage. Après leur départ, la maison a retrouvé son calme, mais pas son silence d'autrefois. Ce n'était plus un silence de solitude, c'était un silence plein, dense, presque majestueux. Celui qui suit une bataille remportée sans armes. Pendant plusieurs jours, je n'ai eu aucune nouvelle. Pas un appel, pas un message. Les notifications de mon téléphone restaient muettes. J'en étais presque soulagée. C'est étrange. Comme l'absence de bruit peut devenir une paix quand on a trop longtemps vécu sous le vacarme des excuses. Le bruit, pourtant, revint par les autres. Une voisine, un facteur, une caissière au marché, les gens savaient, ou du moins ils avaient entendu. À Saint-Aubin, les histoires familiales voyagent plus vite que le vent. On me regardait avec un mélange de pitié et d'admiration. Certaines femmes âgées me glissaient à voix basse. « Vous avez bien fait, Jeanne. Il faut se faire respecter. » D'autres, plus jeunes, baissaient les yeux, gênés. Je sentais qu'à travers moi, elles voyaient leur propre avenir. La mère qu'on finit par ranger quelque part pour simplifier. Marc, lui, s'était muré dans un silence lourd. Je savais, par la voisine encore, qu'il avait été vu au café du bourg. L'air sombre, les gestes brusques. Claire, paraît-il, ne parlait plus que de trahison et d'ingratitude maternelle. Ils s'étaient disputés violemment, selon ce qu'on m'a rapporté. Elle l'accusait d'avoir mal géré, lui reprochait d'avoir trop poussé. Je n'y étais pour rien, mais le vernis s'était fendu. Leur union, bâtie sur le contrôle et la façade, commençait à se fissurer. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courrier recommandé. Je l'ai ouvert calmement. C'était une lettre de Marc, écrite à la main, une première depuis des années. « Maman, je ne comprends pas ce que tu veux prouver. On t'aime, mais tu compliques tout. Je ne mérite pas d'être traité comme un étranger. J'ai voulu t'aider. C'est tout. Si tu veux rompre, dis-le clairement. Marc, je l'ai relu plusieurs fois, sans colère, sans émotion. La phrase qui m'a frappée, c'est « Je ne mérite pas d'être traité comme un étranger ». Parce que, depuis des années, c'était exactement ce que j'étais pour lui. Un visage familier devenu décor.
Un amour réduit à des transferts et des phrases administratives. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à prouver. Mais une autre lettre est arrivée quelques jours plus tard. Celle-ci venait de Maître Clément, mon avocate. Elle m'informait que le projet de donation anticipée avait officiellement été classé sans suite. La mention finale disait simplement « Aucune démarche ultérieure ne pourra être initiée sans l'accord écrit de Madame Lemoine ». Une phrase froide, mais d'une beauté implacable. Ma liberté tenait maintenant dans une ligne de texte. Et cette ligne valait toutes les réconciliations du monde. Le dimanche suivant, j'ai croisé Claire au marché. Elle m'a vue avant que je ne la voie. Un instant, j'ai cru qu'elle allait détourner le regard. Mais non, elle s'est approchée, raide, un sourire contraint aux lèvres. « Jeanne, Claire ». Elle a hésité, puis, d'une voix basse, « Tu nous as fait beaucoup de mal ». Je l'ai fixée calmement. « Je n'ai rien fait, Claire. J'ai juste cessé de me laisser faire. » Elle a blêmi. « Tu es devenue dure. » « Non. Je suis devenue exacte. » Elle n'a rien répondu. Elle a tourné les talons, le dos droit, mais la démarche vacillante. Je l'ai regardée s'éloigner dans la foule, et j'ai compris qu'il n'y aurait plus jamais de Noël ensemble. Mais il n'y aurait plus non plus de mensonges. C'était un prix honnête. Les semaines ont passé. Je recevais parfois des nouvelles indirectes. Marc, très fatigué, Claire nerveuse, les enfants troublés. J'aurais voulu les plaindre, mais non. Chacun porte la conséquence de ses gestes, comme on porte son nom. Et le mien, je l'avais repris. Jeanne Lemoine. Pas maman à protéger. Pas la vieille de Saint-Aubin. Juste Jeanne. Un soir, en février, j'ai reçu un appel inattendu. C'était le petit dernier de Marc, Paulin, 10 ans à peine. Sa voix tremblait un peu. « Mamie, papa dit qu'on ne viendra plus pour un moment. Mais moi, je voulais te dire bon anniversaire. » Je suis restée silencieuse un instant. Puis j'ai souri, même si personne ne me voyait. « Merci, mon cœur. Et dis à ton papa que les montagnes sont jolies, mais que les racines aussi, c'est important. »« Oui, mamie, je lui dirai. » Quand j'ai raccroché, les larmes sont venues, douces, claires. Pas de tristesse de vérité. Parce qu'à travers la voix de cet enfant, j'ai compris que la chaîne n'était pas rompue. Elle avait simplement changé de maillon. Les jours suivants, j'ai repris mes promenades au bord de la rivière. Les arbres commençaient à bourgeonner, et dans le reflet de l'eau, j'ai aperçu mon visage. Il avait vieilli, oui, mais il portait une expression nouvelle, la sérénité. Je n'attendais plus d'appels, ni de lettres. Je n'avais plus besoin qu'on me reconnaisse pour exister. La maison était redevenue un refuge, pas une prison. J'y vivais seule, mais pas abandonnée. Chaque recoin respirait la justice, retrouvait cette justice silencieuse, administrative, mais profondément humaine. Celle qui ne passe pas par les tribunaux, mais par la dignité. La rumeur, peu à peu, s'est éteinte. On a cessé de parler de l'affaire Lemoine. Les voisins ont repris leur train-train. Les langues se sont tues. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma paix. Un matin, j'ai allumé la radio. Il parlait des retraites, de la vieillesse, de nos aînés isolés. J'ai éteint. Je n'étais plus isolée. J'étais choisie. J'avais choisi le silence, la rigueur, la vérité. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet vert. La justice n'a pas de son. Elle se propage dans le calme des consciences, dans les regards qui baissent, dans les voix qui hésitent. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle se suffit à elle-même. J'ai refermé le carnet, j'ai soufflé la bougie. La flamme a tremblé une seconde avant de s'éteindre. Mais sa trace, sur la cire encore chaude, formait un petit cercle doré comme une signature invisible. Je me suis dit que c'était ça, la vraie victoire. Quand le monde continue sans bruit, mais qu'à l'intérieur, tout s'est remis à sa juste place. Il y a des silences qui étouffent et d'autres qui libèrent. Le mien, enfin, appartenait à la seconde catégorie. Quand tout fut réglé, les papiers, les signatures, les courriers, il ne restait plus qu'un vide. Mais ce vide-là, je l'ai regardé autrement. Non plus comme une absence, mais comme une ouverture. Un matin de mars, j'ai pris la décision. J'ai fermé les volets de la maison de Saint-Aubin. J'ai rangé mes papiers dans une boîte en fer. Et j'ai posé une étiquette. À garder. Souvenirs essentiels. Puis, j'ai appelé l'agence immobilière du village.
Je souhaite mettre ma maison en location pour 1 an. Vous partez où, Madame Lemoine? Vers la mer. Pour respirer. Je suis arrivée à Granville, un lundi gris, avec 2 valises et mon carnet vert. La mer m'attendait. Immense, tranquille, indifférente aux douleurs humaines. J'ai loué un petit appartement au 3e étage d'une maison ancienne, avec vue sur les toits et une bande d'océan au loin. Il y avait une cuisine minuscule, un fauteuil usé, une lampe à abat-jour fleurie. Et surtout, le silence. Le vrai, celui qui ne blesse plus. Le premier soir, j'ai ouvert les fenêtres. L'air salé est entré comme une caresse. J'ai posé mes mains sur le rebord et j'ai murmuré. « Voilà, Paul, je recommence. » Je me suis mise à marcher chaque matin le long du port. Je regardais les pêcheurs décharger les caisses, les enfants courir sur les quais, les vieilles femmes s'asseoir sur les bancs pour parler de la météo. Je m'y suis sentie à ma place, sans devoir expliquer qui j'étais. Les jours ont pris une autre couleur. Je me levais tôt, préparais du café, écrivais dans mon carnet. Puis je descendais au marché, où j'ai fini par rencontrer Madeleine, une veuve vive et bavarde qui vendait des confitures maison. Elle m'a tout de suite parlé comme à une sœur. « Vous êtes nouvelle ? » ?»« Depuis 2 jours. »« Alors vous êtes déjà d'ici. » Les gens qui arrivent avec leurs valises pleines de passé finissent toujours par rester. On s'est revus souvent. Elle m'a présenté à d'autres femmes du coin, Lucette, qui faisait des aquarelles, Odile, ancienne institutrice, et Françoise, qui ne parlait presque pas, mais souriait comme si elle savait tout. Elle se retrouvait chaque jeudi à la terrasse d'un petit café qui donnait sur la jetée. Elles m'ont invitée. Je n'ai pas refusé. Le premier jeudi, j'étais nerveuse. Mais dès la 2e tasse de thé, je riais déjà. On parlait de tout, de nos maris disparus, de nos enfants lointains, de recettes, de lecture, de solitude, de liberté. Elles avaient toutes connu, sous des formes différentes, la même histoire que moi, le déclin lent de la considération, les mots polis qui effacent, les enfants pressés. Lucette a dit un jour, « Tu sais, Jeanne, on est des invisibles, mais quand on se regroupe, on devient des phares. » J'ai noté cette phrase dans mon carnet. Peu à peu, je me suis remise à vivre. Pas à attendre, à vivre. J'ai acheté un cahier à spirale et j'y ai commencé un nouveau projet. Écrire les récits de femmes âgées que j'avais connues. Pas des plaintes, non des vérités. Des fragments de mémoire qui ne disparaîtraient pas avec nous. Chaque matin, je recopiais un souvenir. La robe bleue du mariage de Lucette, le rire d'Odile quand elle évoquait son premier vélo, la recette de tarte au citron de Madeleine. Je les écrivais lentement, avec soin, c'était ma façon de réparer le temps. Un jour, la mairie a organisé une petite exposition sur les femmes et la mémoire locale. Madeleine m'a convaincue d'y participer. J'ai déposé sur une table mon cahier ouvert, avec la mention « Fragments d'histoire vraie » par Jeanne Lemoine. Les visiteurs se sont arrêtés, curieux. Une jeune femme m'a dit « C'est émouvant, madame. On sent que vous écrivez avec la vie. » Je lui ai souri. J'écris pour ne plus disparaître. Elle a hoché la tête, sérieuse. Alors vous écrivez pour toutes. Ces mots m'ont touché profondément. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être utile. Pas pour un fils, pas pour un mari, mais pour une idée. Celle que les femmes âgées ont encore une voix. Le printemps est arrivé. Les lilas ont fleuri près de la promenade, et l'air sentait la mer et le sucre. Je marchais chaque soir jusqu'à la falaise, là où la lumière devient rose au crépuscule. C'était mon moment préféré. Le monde entier semblait suspendu, paisible. Je m'asseyais sur un banc et je regardais les vagues. Je ne pensais plus à Marc, ni à Claire. Je leur souhaitais simplement de trouver, eux aussi, leur vérité. La mienne, je l'avais déjà trouvée. Elle tenait dans le souffle du vent, dans le froissement du carnet, dans la chaleur d'un thé partagé. Un après-midi, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Un mot, sans fioriture. « Maman, j'ai lu ton nom dans le journal local, à propos de ton atelier d'écriture. Tu as l'air heureuse. C'est tout ce qui compte. Marc, je suis restée debout longtemps, l'enveloppe à la main. Je ne savais pas si c'était une excuse, un adieu ou une reconnaissance muette, mais je savais que je n'avais plus besoin d'interpréter.
Il m'avait vu. C'était assez. Le soir, j'ai noté dans mon carnet. Il m'a fallu perdre ma maison pour retrouver un horizon. Il m'a fallu être effacé pour apprendre à écrire plus fort. Le silence, quand il n'est plus subi, devient un art. Je me suis fait une tasse de tisane. J'ai ouvert la fenêtre. La mer brillait sous la lune. Je me suis dit que j'étais enfin à la bonne place, non pas là où on m'attendait, mais là où je pouvais respirer. Et j'ai murmuré, pour moi seul. Le silence, ce n'est plus une absence. C'est ma paix gagnée. Je ne sais pas exactement quand la paix est entrée dans ma vie. Elle n'est pas arrivée d'un coup, comme une révélation. Elle s'est déposée doucement, jour après jour, entre les pages de mon carnet vert, dans le sel de l'air marin, dans la lumière du matin sur la table de cuisine. Un apaisement presque imperceptible, qui s'est glissé à la place du chagrin, sans bruit, sans fracas. Pendant longtemps, j'ai cru que la justice devait se faire entendre, qu'elle devait passer par des mots, des cris, des affrontements. Mais j'avais tort. La justice, la vraie, ne se prouve pas. Elle se ressent. C'est une posture, une respiration retrouvée. C'est le moment où l'on cesse de se justifier pour simplement exister. Parfois, le soir, je relis les premières pages de mon carnet, celles où j'avais noté la phrase « Il m'a laissé pour la montagne ». J'y retrouve la femme tremblante, humiliée, qui croyait encore que l'amour se quémande, que les liens du sang garantissent la loyauté. Je voudrais la prendre dans mes bras, cette femme-là, et lui murmurer « Tu ne perds pas ton fils, tu perds une illusion ». Parce que c'est bien cela, au fond. On ne perd jamais que les illusions qu'on a trop longtemps entretenues. Marc n'a pas changé. C'est moi qui ai cessé de me mentir. Je regarde souvent la mer depuis ma fenêtre. Elle m'a tout appris. Elle aussi connaît la trahison. Elle recule chaque jour, pour mieux revenir. Elle ronge les falaises, mais les sculpte en même temps. Elle avale les cris, puis les rend sous forme de murmures. J'ai compris que je devais lui ressembler. Ne pas détruire, mais user patiemment, reformer, lisser, faire de ma douleur une ligne d'horizon. Depuis que je vis ici, j'ai trouvé une forme de communauté, celle des femmes silencieuses, celles qu'on croise au marché, avec leurs paniers en osier et leurs visages marqués, celles qui n'attendent plus d'excuses, celles qui savent. Nous nous reconnaissons d'un regard, une sorte de fraternité discrète, faite de gestes simples. Un sourire, une main sur une épaule, un mot écrit à la craie sur une table de café. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Nos silences se répondent comme des prières. Il y a quelques jours, j'ai reçu une carte postale, une photo de montagne. Au dos, quelques mots. On pense à toi. Les enfants demandent souvent de tes nouvelles. Peut être qu'un jour, on viendra. Claire. Je l'ai lu sans colère. Je l'ai même posé sur l'étagère, à côté d'une pierre ramassée sur la plage. J'y ai vu une tentative, maladroite mais sincère, de réconciliation, et j'ai senti que je n'avais plus rien à exiger. Ni vengeance, ni pardon. La justice avait déjà eu lieu dans ma manière d'être, pas dans un tribunal. Un matin, Madeleine m'a dit « Tu sembles apaisée, Jeanne. » Comme si tu avais rendu quelque chose au monde. Je lui ai répondu « Oui, Madeleine. » J'ai rendu le bruit. Elle a ri. Mais c'était vrai. Je n'ai plus besoin de parler fort. Je n'ai plus besoin d'expliquer mon absence à ceux qui l'ont provoqué. Mon silence n'est plus vide. Il est habité de tout ce que j'ai compris. Je me souviens encore de cette phrase de Maître Pereiro. « La loi ne juge pas, elle constate. » Et je crois que ma vie, désormais, est un constat. Celui d'une femme qui a tenu bon, non pas par orgueil, mais par exactitude. Je n'ai rien volé, rien détruit, rien crié. J'ai simplement remis le monde dans son axe. Mon axe. Je repense souvent à Paul. S'il avait été là, il aurait compris. Il m'aurait dit « Tu as bien fait, Jeanne. On ne construit pas la paix sur la peur. » Et il aurait allumé la vieille radio, celle qui grésille un peu, pour faire jouer un air de violon. Alors je ferme les yeux et je l'imagine encore, debout près de la fenêtre, regardant le large. Je crois que, d'une certaine façon, il est fier de moi, fier de cette force tranquille que j'ai mise si longtemps à reconnaître. Les soirs de tempête, j'allume une bougie. Je la pose sur le rebord de la fenêtre, face à la mer. Une petite flamme fragile, mais droite. Je la regarde danser,
trembler, se redresser. Et je me dis, voilà ce que je suis devenue. Une lumière modeste, mais qui ne s'éteint plus au premier souffle venu. J'ai arrêté de compter les anniversaires, les fêtes, les absences. Je célèbre d'autres dates maintenant. Le jour où j'ai signé ma révocation de procuration, le jour où j'ai dit « assez » sans hausser la voix, le jour où j'ai quitté la maison sans me retourner. Ce sont mes victoires silencieuses, mes commémorations intimes. Elles ne figurent dans aucun calendrier, mais elles m'appartiennent. Je crois que finalement, vieillir, c'est apprendre à poser les bords, à savoir où l'on s'arrête, où commence l'autre, à ne plus tendre la main à celui qui ne la prend pas, mais à garder la paume ouverte pour ce qui vient encore. La vieillesse n'est pas une fin, c'est une épure. Tout ce qui était de trop s'efface, et il ne reste que l'essentiel, la dignité. Hier soir, en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé un petit mot plié dans mon carnet vert. Je l'avais écrit au tout début, sans y prêter attention. Il disait « Un jour, je comprendrai pourquoi le silence fait si mal ». Je l'ai relu, puis, au crayon, j'ai ajouté en dessous « Parce qu'il n'était pas encore le mien ». Et là, j'ai compris que tout mon chemin se résumait à cela, reprendre possession de mon propre silence. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, je n'ai plus de compte à rendre. Je prépare mon café, j'ouvre la fenêtre, et je laisse entrer le bruit des mouettes. Le monde continue sans moi, mais je n'en souffre plus. Je n'ai plus besoin d'être au centre de la photo de famille pour exister. Je suis à ma juste place, celle d'une femme libre. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais que je les vivrai dans la clarté. Et si un jour, Marc revient frapper à ma porte, je lui ouvrirai. Pas pour recommencer, mais pour lui montrer qu'on peut tout perdre sauf la dignité. Je referme souvent mon carnet sur une seule phrase, celle qui clôt tout, celle que j'ai mise en exergue de ma vie nouvelle. Le silence peut aussi être une forme de justice.